Merci d'être avec nous sur les antennes de Twi TV et Watt FM. Bienvenue à votre émission d'analyse et de décryptage, le tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. Je suis Adams Khaled Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à Messieurs les juges. Bernard Bourma, Geoffroy Vara, bonjour et bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour Juge Vara, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour Juge Boumba, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Nous allons parler cohésion sociale ce matin, rôle et responsabilité des leaders d'opinion dans la quête de la paix et de la cohésion sociale. C'est le thème d'une caravane qui a sillonné 6 régions du Burkina Faso, une activité à mettre à l'actif de la coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale, une initiative qui a accouché de recommandations au nombre desquelles une amnistie pour les présumés terroristes en détention, l'autonomisation des jeunes et des femmes. Ce sujet a été convoqué pour cette dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Dr Ali Ouedraogo et les membres de la coalition. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'accord, comme je le disais, vous avez fait des propositions dans le sens de la cohésion sociale au Burkina Faso. Mais avant de revenir sur cette thématique qui a été convoquée pour ce tribunal-là, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Vara, vous avez la parole. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner ce qui est en train de se passer au Niger. Je pense qu'on avait déjà abordé la question ici, analyser la victoire de Bazoum, les défis auxquels il aura à faire face. Et l'un des premiers, ça sera vraiment la question de la cohésion, puisqu'on a un pays qui est plus que divisé, avec des leaders de partis politiques et qui jouent sur une fibre qui est quand même assez dangereuse, c'est l'ethnique nationaliste, et qui sont toujours des pourfendeurs donc de Bazoum, le nouveau élu, qu'on présente toujours comme un étranger et tout. Donc quelquefois aussi on a l'impression que le débat même sur la victoire n'est pas celui qui est essentiellement au cœur de la dynamique d'aujourd'hui, mais il y a d'autres élans et qui sont attisés, je le dis encore, par des leaders politiques, et ça c'est encore dommage. On a vu qu'il y a eu 2 morts, près de 500 arrestations, on parle de 470 en gros, donc c'est vraiment fort ce qu'on est en train de voir. Alors que quand on parle de Bazoum, quand même tout le monde connaît son histoire, pour ce qu'il a occupé, sa trajectoire politique, et tout ce qu'il a occupé. Fait syndicaliste, il est celui qui a mis le PNDS avec le président sortant en 90 sur place. Il a été ministre de l'Intérieur, et à l'Assemblée nationale, je pense qu'il a été vice-président. Bon, donc je veux dire que le parcours n'est pas encore à rappeler. Donc quand il s'agissait de cela, c'était un Nigérien. Maintenant qu'il a gagné, et même pendant la campagne, il y avait ça qui était un peu brandi et tout. Bon, vous savez, quelquefois aussi, le plus important, c'est ce que je pense, c'est de retenir que lorsque la critique n'est plus sur ce que vous faites, ni sur ce que vous dites, et que c'est sur ce que vous êtes, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus d'arguments. Et je crois que là, c'est un peu triste. Mais alors que le Niger donnait quand même une leçon très intéressante. Avec la vague des constitutions changées à la dernière minute pour se maintenir au pouvoir, il y a Issoufou qui nous a démontré qu'on peut faire la promesse de faire 2 mandats et partir. Et puis c'est la première fois dans ce pays-là qu'on aura un passage de témoin entre un président élu et un autre président élu. Donc c'est plein de symboles, c'est plein d'histoires. Maintenant, bon, je dirais pas que c'est en train d'être gâché quelque peu, mais bon, vous savez, quand aussi vous avez un second tour avec un Bazoum qui pensait qu'il allait passer au premier tour, qui est contraint à un second tour, et qui, malgré le report de vote, donc les intentions données par les 3e et 4e, se retrouvent seulement avec en gros 56% et l'autre avec 44%. Ça veut dire que il y a un Niger qui était divisé en 2 offres. Il n'a pas vraiment écrasé son adversaire. Je pense que c'est ça encore qu'on voit dans les rues, mais on espère que ça va se tasser, ça va se calmer, et puis les gens vont passer à autre chose. Parce que pour moi, il y a une bonne leçon qui a été donnée qu'il ne faut pas gâcher. Merci pour ce regard. Juge Bougman, qu'est-ce qui a retenu votre attention et que vous aimez nous partager avec nous comme avant-propos? Merci Président. Mon avant-propos va concerner la République démocratique du Congo. Et par rapport à la guerre qui se déroule entre Tshisekedi et Kabila. Excusez-moi. Alors, donc là, je m'inspire d'une chronique signée Damien Glé, qui
de Jeune Afrique qui s'interroge et qui dit, je cite, « Reste à savoir si la guéguerre entre le fils d'Étienne et celui de Laurent Désiré sera une partie des billards français à 3 bandes. À Malais et demi, c'est une interrogation. Toujours jeune pour un dirigeant politique, Joseph Kabila sortira-t-il un ultime tour dans sa besace politicienne? Il aurait quitté sa ferme de Lubumbashi pour rechercher l'inspiration en Zambie, puis aux Émirats Arabes Unis. Objectif 2023, c'est l'interrogation. Alors ici, c'est un Étienne Tshisekedi qui est arrivé au pouvoir, à qui on ne prêtait vraiment pas la capacité de pouvoir s'émanciper de Kabila, présenté comme Poutine, Tshisekedi présenté comme Medvedev. Et donc, on se rappelle de l'épisode avec Ramazani, où effectivement, on a l'impression que Kabila a préféré jeter son dévolu sur Tshisekedi et puis bon, récupérer quelques temps après. Mais les choses sont en train d'échapper au contrôle de Kabila, parce que Tshisekedi a obtenu le départ de la présidente de l'Assemblée nationale. Il a enlevé la garde républicaine qui assurait la sécurité de l'ancien président. Maintenant, c'est la police qui assure maintenant la sécurité de, comment on appelle ça, de Kabila. Et la garde et puis tout ce qu'il y avait arsenal par rapport à l'accès au monument de Laurent Désiré Kabila, donc le père de Kabila, de Joseph Kabila. Donc il y a ces gestes symboliques là. Et puis bon, les Congolais maintenant, la question que d'ailleurs Glé se pose, c'est est-ce que c'est un roi nu maintenant, l'ex-président Kabila. Donc c'est un combat qui se déroule mais de façon souple, parce que Tshisekedi également ne pourra pas gérer la RDC s'il n'arrive pas à s'émanciper de son maître. Alors Kabila veut jouer le Poutine, mais là aussi faut-il avoir les ressorts, il faut Poutine également pour pouvoir faire ces choses-là, parce que même Medvedev en Russie avait tenté une émancipation quand certains occidentaux lui avaient fait monter des choses à la tête. Après il s'est ressaisi parce qu'il s'est rendu compte que c'est un autre niveau Poutine. Alors, donc, ici, ce qui est curieux, ce sont les fils de 2 anciens hommes politiques également qui ont animé la vie politique congolaise depuis des années, et donc qui ont également inculqué à leur fils la chose pour le virus de la politique. Donc, Tshisekedi semble avoir bien appris de son père, Kabila également, et donc, comment est-ce que 2023 va se dérouler? C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, que va faire Kabila? Parce qu'à la réalité aussi, l'autre tient fermement les manettes, et l'une des forces de Tshisekedi, c'est qu'ils ne l'ont pas vu venir. Pour beaucoup, il n'allait pas pouvoir tenir. C'est Kabila qui avait la majorité, qui est ceci, qui est sénateur, mais qui ne siégeait même pas, donc, et qui avait tout en main. Mais au fur et à mesure, 2 ans après, au fur et à mesure que Tshisekedi est en train de s'installer, il est en train effectivement d'exercer, et il est en train de prouver à Kabila qu'il est le seul maître à bord. Donc, il est en train, et le retrait de la garde républicaine, c'est vu comme une humiliation. Donc, c'est dit, c'est moi qui détiens les manettes, attention. Donc c'est une guerre qui se déroule en République démocratique du Congo, et ceux également qui s'étaient trompés sur ce qu'ils sont en train de réaliser qu'effectivement il a aussi, comme on appelle ça, un tour, plus d'un tour également dans sa besace. Donc il reste à savoir qu'est-ce que maintenant Kabila va faire, parce que comme je l'ai dit dans l'extrait, il s'est retiré pour certainement réfléchir et puis bon, peut-être préparer 2023. Est-ce qu'il pourra tenir? Comment est-ce que ça va se passer? Bon, là on attendra de voir, mais c'est quelque chose, c'est une réalité aussi de la vie politique qui est en train de se dérouler. Quand vous perdez le pouvoir et que vous venez, vous faites monter quelqu'un dans l'espoir de revenir, ben si vous ne mettez pas un certain nombre de garde-fous, ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez géré un pays, vous passez à quelqu'un et puis vous la récupérez après comme si c'était un bien personnel? Faire du Poutine sans Poutine alors que vous n'êtes pas Poutine. D'accord. Situation post-électorale au Niger, guerre de leadership en RDC. Merci pour ces clés de lecture. Nous allons à présent nous attarder sur le sujet qui a été enrôlé pour cette dernière convocation. Je le disais en demi d'émission, nous allons parler de la cohésion sociale. Et justement, pour faire de cette cohésion sociale une réalité, une coalition a vu le jour, la coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale. Et pour avoir la photographie de cette situation au Burkina Faso, une caravane a été organisée et a pris fin le
le 7 février dernier. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Dr Ali Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes membre de la coalition. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Déjà, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter la coalition Ndiam? Merci de nous donner l'occasion de présenter la coalition Ndiam. Il faut dire que la coalition Ndiam est une coalition, c'est un regroupement d'associations, d'organisations de société civile, regroupement de leaders d'opinion religieux, leaders d'opinion coutumiers, un regroupement d'intellectuels, parce qu'il y a des enseignants, il y a des professeurs dans la coalition, il y a des médecins. Donc c'est un regroupement de personnes, de leaders, de personnes de ressources, d'associations, d'organisations qui a un même idéal. L'idéal, c'est quoi? La paix, la reconquête de la paix, la recherche de la paix, la reconquête de la paix et la reconquête également de la cohésion sociale. Ce sont des associations qui existaient au niveau du Burkina, au niveau du pays, et qui travaillaient depuis longtemps sur le territoire. Et à un moment donné, compte tenu de la crise sécuritaire, ces associations et ces personnes de ressources se sont dit pourquoi ne pas se retrouver ensemble pour faire lancer cet appel, travailler afin que nous retrouvions en quelque sorte la paix qui existait au Burkina et recoller en quelque sorte le tissu social au niveau du Burkina qui a des difficultés. D'accord, vous avez parlé du contexte sécuritaire. De plus en plus, on parle de paix, de cohésion sociale. On parle aussi de réconciliation nationale, des termes qui sont au goût du jour. Finalement, la coalition Ndiam, une coalition suscitée, ou bien c'est né d'une vision quand on parle d'OSC au Burkina Faso, à tort ou à raison. Souvent, on pense que derrière les OSC, il y a des acteurs politiques. Pour votre cas, non, véritablement un combat ou une OSC suscitée? C'est même un combat puisque cette coalition existait avant la crise sécuritaire. D'accord. Elle existait sous forme d'organisations, comme je l'ai dit tout de suite, sous forme de plusieurs organisations qui avaient ces combats qui étaient un combat pour la paix, un combat pour la cohésion sociale. Parce que nous vivons dans une société, il faut se dire que même s'il n'y avait pas cette crise sécuritaire, il y avait quand même des difficultés un peu partout dans la société. Et cette coalition avait ses membres qui existaient et qui travaillaient depuis longtemps avant cette crise sécuritaire. Donc, dire qu'elle est suscitée, ça, à mon sens, c'est pas suscité. Parce que elle a commencé son travail avant qu'il y ait cette crise et elle continue de faire son travail. D'accord. Voilà. Juste voilà, question de généralité. Bon, ça sera peut-être un peu lié au sujet du jour, mais bon, je me rappelle des propos de l'imam Talouta du Serfi. Il disait que je ne vais pas le trahir, donc je vais prendre mot pour mot, aller dans 6 régions du pays où l'insécurité est une difficulté majeure et finir la tournée sans incident. Cela mérite qu'on rende grâce à Dieu. Mais ça veut dire que vous avez eu de la chance. Bon, c'est une façon de dire que beaucoup de choses auraient pu arriver. Beaucoup de choses auraient pu arriver. Vous n'aviez pas d'appréhension? Parce que c'est des zones qui n'étaient pas faciles. Oui, ça donne déjà une idée de la détermination que cette coalition a. Sinon, au début, quand on avait décidé ensemble d'aller à Guibo, mais ça suscitait pas mal de peur. Et moi qui suis enseignant, je vois ce qui se passe chaque jour au niveau de Guibo. On dit, mais il faut qu'on aille à Guibo. Je dis, mais ça c'est un problème. Surtout que on venait de perdre un leader d'opinion religieuse à Guibo, je crois le grand imam. J'ai dit mais est-ce que c'est pas dangereux? Bon, on s'est dit comme on est dans ce combat, on va y aller. D'accord. Ce qui va arriver, on va assumer. Et c'est comme ça on est parti. Donc c'est vrai qu'on a des appréhensions, on a peur, mais comme c'est un combat qu'on mène, on s'est dit il n'y a pas de combat sans difficulté et sans inconvénient ou sans chose, on va y aller. Alors, c'est vrai que Geoffroy le rappelait, cette caravane a concerné 6 régions de Burkina Faso. Pourquoi 6 régions sur 13? Est-ce à dire que les autres régions ne sont pas concernées par cette question-là? Bon, je crois qu'il y a eu un choix. Au niveau de la démarche, il y a eu un choix. Et dans le choix, on s'est dit, en choisissant par exemple certaines régions, ces régions vont nous permettre d'avoir d'autres personnes qui sont non loin de ces régions. Par exemple, quand on a choisi Guibo, on a pu regrouper tous ceux de Guibo
on a regroupé quelques-uns de Waïgouya, de Titao, on a regroupé un certain nombre. Donc le choix a tenu compte non seulement des points chauds, des points chauds de l'époque. On aurait pu choisir Fada, qui était un point chaud aussi, ou aller derrière Tougan, qui était un point chaud. Mais on s'est dit, on va choisir Guibo pour pouvoir regrouper en tout cas tous ceux qui sont derrière ces points chauds, Kumbri, Titao, Tiou. Et effectivement, quand on est allé à Guibo, toutes ces personnes sont venues. Et on a pu en quelque sorte tenir en quelque sorte la caravane, la rencontre là-bas, poser un certain nombre de questions, et ils nous ont donné certaines raisons qu'on a retrouvées lorsque nous sommes allés à Bobo. À savoir les raisons de ces conflits-là et de ces manques de cohésion sociale-là. Donc le choix n'est pas fortuit, c'est parce que Guibo fait partie des points chauds que nous avons choisi d'aller à Guibo. D'accord. Voilà. Juge Bourma, nous sommes dans la question de généralité. Quelque chose à dire ou une question à l'endroit de notre invité? Oui, en termes de questions de généralité, vous avez dit qu'il y a ce composé de personnalités au profil différent. Ouais. Et en même temps, c'est des périples, c'est des voyages, c'est des déplacements. Et qui finance? Oui, ça, merci de la question, parce que ces différentes associations ont des fonds. Et je peux même citer certaines associations qui ont des adresses sur le plan international. Par exemple, l'association Aberama, qui est l'association de bienfaiteurs, dirigée par le président Elagui Cissé, qui est le représentant de la Ligue internationale de l'islamique et qui appartient à pas mal d'associations internationales. Ces associations internationales, lorsqu'on leur fait des demandes allant dans le sens de la quête de la paix, le plus souvent on est aidé. Il y a par exemple le réseau de Ouga, qui est également une association qui a des tentacules en quelque sorte un peu partout, à l'extérieur et à l'intérieur. On a des mécènes, des personnes leaders, des personnes de ressources qui ont des moyens, qui nous ont aidés. Et le premier élément de financement, c'est les dons, c'est les cotisations des associations. Les associations ont cotisé, il y a eu des dons. Même moi qui vous parle, j'étais obligé de mettre la main dans la poche, quand bien même je suis une personne, un individu. Quand on va dans certaines zones, à Waïouel, chez moi, j'étais obligé de loger certaines personnes. Donc, c'est vraiment, compte tenu de ce qu'on a comme estime pour le combat, chacun a mis la main dans la poche. Vous y êtes en tant qu'individu, vous êtes là-bas au nom d'une association? Moi, j'étais parti, d'abord, on m'avait pris comme consultant. J'avais donné des conférences sur le rôle des leaders d'opinion dans la quête. Et au fur et à mesure de la consultation, je me suis rendu compte que l'objectif est un objectif noble. Donc j'ai demandé à être membre de la coalition. Voilà. Je ne suis pas allé en tant qu'élément d'une autre association. Quand bien même j'appartiens à des associations qui luttent pour la paix, comme j'appartiens au WANEP, je suis dans le Toxin, je suis dans pas mal d'associations qui luttent pour ce genre de choses, mais je ne suis pas allé là-bas en tant que membre d'une association. Je suis allé en tant que consultant, et en tant que consultant, j'ai accepté, j'ai vu que l'idéal était noble. Au lieu de lutter seul pour la quête de la paix, pourquoi ne pas m'intégrer en tout cas dans cette coalition? D'accord. Il y a eu une série de rencontres avec les forces vives justement pour parler de la question de la cohésion sociale. À chaque étape, il y a eu, je dirais, des conclusions. On va s'attarder un peu sur ce qu'il y a eu à Ouagadougou le jour de la clôture. Il y a eu ce qu'on a appelé la déclaration de Ouagadougou, qui résume un peu l'esprit et les ambitions de cette coalition-là. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette déclaration dite de Ouagadougou en quelques mots? Merci. Il faut dire qu'à Ouagadougou, le 6, lorsqu'on s'est retrouvés, pratiquement tous les leaders d'opinion de toutes les régions, de 13 régions du Burkina étaient là. Et toutes les associations également qui composaient la coalition étaient là. Et à Ouagadougou, on a repris pratiquement toutes les déclarations. Parce qu'à chaque fois qu'on part dans une région, il y a une déclaration qui est faite. Ouagadougou a été la synthèse de toutes les déclarations. Et parmi ces déclarations, on s'est rendu compte que le maillage sécurité est très faible. Compte tenu de cette faiblesse, l'une des premières déclarations, c'est de demander
qu'on renforce ce maillage sécuritaire, qu'on permette aux FDS de jouer leur rôle, qu'on leur donne les moyens, qu'on en recrute suffisamment pour supprimer ces personnes qui ne sont pas habilitées à porter des armes et qui portent des armes pour en quelque sorte lutter, à savoir les VDP qu'on a créés, les Koulouégo, ainsi d'autres. Ces derniers sont là parce qu'il y a un vide. Okay. Et dans la déclaration de Ouagadougou, une des premières conclusions, c'est de demander qu'on permette aux techniciens des armes de jouer leur rôle. Et pour les permettre, certains sont allés même dans les ateliers demander si on peut multiplier le nombre de militaires par 1000, il faut le faire. Si les Kourouégo naissent, c'est parce qu'il y a des difficultés pour assurer la sécurité des personnes. Et si les militaires, il n'y a pas assez de défense de sécurité pour assurer, les gens créent et recréent en quelque sorte ces choses-là. C'est vrai que ce sont des choses qui existaient, mais on n'entendait jamais parler. Même si on entend parler, c'est pas de cette façon. Mais si on entend parler aujourd'hui, c'est parce que compte tenu de la situation, les forces de défense et de sécurité, un nombre insuffisant, n'arrivent pas peut-être à couvrir. On s'est dit, il faut que l'on arrive à couvrir tout le pays de ces forces de sécurité. Et du coup, ces VDP, ces Koulouégo vont jouer d'autres rôles, mais ne seront pas impliqués en tout cas à jouer ces rôles-là. Mais est-ce que vous croyez que c'est réalisable ce que vous dites? Réalisable, c'est possible. L'un des rôles régaliens de l'État, c'est quoi? C'est assurer la sécurité des citoyens. Une question. Oui, c'est assurer la sécurité des citoyens. Oui, mais la question que je pose par rapport à quand vous dites quand je vous entends parler, c'est comme si vous dites de remplir tout le Burkina Faso. Non, pas remplir de militaires. Ça, c'est la conclusion que j'arrive. C'est pourquoi je vous pose la question de savoir est-ce que c'est réaliste? Non, c'est peut-être réalisable. Vous nous expliquez mieux quand vous parlez de couvrir tout le territoire pour éviter que effectivement d'autres entités ne veuillent n'utilisent. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur ce? Non, je veux dire qu'à ce niveau, il faut qu'on couvre le pays d'un nombre suffisant. Est-ce que vous avez une idée d'un effectif? Bon, avoir l'idée d'un effectif, c'est trop dire. Mais permettre en quelque sorte aux Burkinabés de vivre en sécurité. Et s'ils vivent en sécurité à travers en quelque sorte les FDS, on n'aura pas besoin d'autres personnes pour venir assurer leur sécurité. C'est dans ce sens que je veux dire. D'accord. En fait, j'ai posé la question, Président, parce qu'en matière de sécurité, comme en matière de santé, il y a un minimum de personnes par médecin, donc un minimum de personnes également par élément de sécurité. Alors, vous avez fait une caravane, vous avez fait l'état des lieux. Aujourd'hui, on est à combien et le gap, qu'est-ce qui manque pour combler? C'est pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que vous pensez à un effectif? Parce que dit comme ça, c'est comme si c'était... c'est pas fondé sur quelque chose. Alors que vous avez fait 6 régions sur 13, bon, c'est pas rien, c'est presque la moitié. C'est parce que c'est pratiquement la moitié des régions du Burkina. Alors, donc vous êtes allé dans les points chauds. Donc c'est pourquoi moi je vous pose la question. Vous dites que vous avez donné plusieurs conférences, donc vous n'êtes pas en terrain inconnu. C'est ça. Donc moi je suis d'avis avec vous, mais quand je le dis, c'est parce que lors des travaux de commission, lorsqu'on approche en sorte les personnes qui sont dans les travaux, ils se disent que non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de forces de défense et de sécurité dans nos régions que ces forces civiles naissent. C'est ce qui nous a été dit. Bon, c'est vrai, on n'a pas pu faire des décomptes pour voir combien de personnes d'une manière ou d'une autre. Et ce que vous dites, effectivement, il y a un nombre précis pour un certain nombre de personnes aussi, mais nous, on n'a pas fait ce compte. On s'est appuyé sur les conclusions des différents travaux dans les commissions, qui disent que bon, il faut que l'État assure la sécurité en quelque sorte des populations pour éviter que d'autres personnes qui ne sont pas habilitées viennent s'accaparer de cette sécurité. D'accord. Une autre question liée effectivement à cela, mais par rapport à la prise de conscience du citoyen et de lui-même son implication au niveau des questions sécuritaires, à quel niveau l'avez-vous placé, le citoyen? Parce que même si on a suffisamment d'éléments, parce qu'il ne faut pas leurrer, on ne peut pas avoir un policier devant la porte de chaque Burkinabé. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas... et donc, dans ces conditions, l'apport du citoyen, sa collaboration aussi, n'est pas à négliger. Ailleurs, il y a un complément avec les gardes civiles, c'est très bien organisé, qui font quelques mois, vous le parlez. Donc, c'est bien organisé. Les citoyens, il y a la
la formation militaire obligatoire, donc le service militaire, donc il y a pour vous outiller le minimum de savoir-faire pour vous protéger, l'organisation des quartiers en délégué, tout et tout. Mais ici, la question que je pose, vous êtes arrivé à placer la conscience également du citoyen à quel niveau? Parce qu'on a l'impression que pour vous, tout doit venir des forces de défense et de sécurité. Mais le citoyen aussi a une part de responsabilité là-dedans. Non, je pense que la sécurité d'un pays est une défense collective. Hein. Oui, justement, comme c'est collectif. Où est-ce que vous avez situé les citoyens? Pour nous, lorsqu'on écoute les citoyens, c'est pas nous qui les plaçons, mais lorsqu'on les écoute, pour les citoyens, ils sont un peu en marge de cette sécurité parce qu'il y a un problème de confiance entre eux et les structures habilitées à les défendre. Et c'est ce problème de confiance qui fait qu'ils sont souvent en marge de cette sécurité. Et parce que nous leur avons demandé pourquoi les gens viennent, ils posent des actes, vous les voyez, vous ne dites rien. Ils disent que s'ils disent, demain ils ne seront pas là. Donc ils préfèrent ne pas dire. Donc il y a cette marge de confiance là que nous avons remarqué qui manque entre les techniciens en quelque sorte de défense et les citoyens en quelque sorte qui sont dans les villages. Il y a également le fait que il y a des problèmes entre les différents groupes sociaux qui font que ce manque de cohésion dont on parle est à l'origine en sorte d'un retrait de ces citoyens de la défense en quelque sorte d'un retrait des citoyens pour assurer en tout cas la sécurité. Les gens se disent moi je ne suis pas ça, je n'ai pas ça, donc je ne peux pas me mêler. Alors, ce que vous dites est vrai, on l'a entendu au début des questions sécuritaires, quand les forces de défense et de sécurité faisaient face à la situation. C'est des choses qu'on entend depuis plus de 5 ans. Alors, vous êtes effectivement dans le domaine, mais je me dis aussi que la communication à tenir, c'est de dire aux populations que les paradigmes également doivent changer. Parce que si on va rester toujours dans ces mêmes arguments, on refuse de toute collaboration, alors qu'il y a eu des moments de collaboration qui ont donné des fruits sans que la personne qui a collaboré ne soit épinglée. Il y a eu des cas aussi où effectivement, des cas malheureux. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Mais aujourd'hui, la communication ne doit pas changer pour travailler sur la conscience qu'il faut changer les paradigmes. De par le passé, il y a eu des collaborations qui n'ont pas marché, mais si on va rester que ça ne marche pas, est-ce qu'on va s'en sortir à la fin? Je suis d'avis avec vous parce qu'il faut dire que le rôle des leaders d'opinion, en fait, que nous avons avec lesquels nous avons travaillé, vous faites partie? C'est ça, le rôle des leaders. Nous communiquons, mais quand nous communiquons, les publics cibles sont souvent différents. Par exemple, avec les leaders d'opinion qui ont la capacité en sorte de convaincre et la capacité de toucher le maximum de personnes, nous leur avons demandé et ils sont conscients qu'effectivement il faut le faire. Et lors des travaux en commission, les leaders d'opinion ont dit nous allons travailler. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça diminue un peu. Il y a les informations que ces gens-là donnent. Et ça, c'est le travail des leaders d'opinion. Ça, il ne faut pas qu'on se voile aussi la face. Ce sont ces leaders d'opinion qui ont fait ce travail et qui continuent en tout cas de faire ces travaux pour amener ces populations à quitter cette vision de départ, c'est telle que si on fait ça, on va nous faire ça, on va nous faire ça. Et lorsque dans les commissions ils nous ont dit ça, nous leur avons dit non. Si vous continuez à dire ça, nous allons continuer à périr. Puisque les choses ne vont pas changer. Il faut changer et puis donner les informations, permettre en tout cas aux forces de défense de pouvoir contracter. D'accord. En termes de propositions, la coalition demande également aux autorités en charge de la question sécuritaire de tendre la main aux terroristes. Vous allez plus loin, vous demandez même qu'on amnistie certains présumés terroristes en détention. En d'autres termes, il faut négocier, ce qui est contraire à la vision du commandant en chef. Je veux parler du chef de l'État. Est-ce que vous estimez que finalement les autorités tiennent cette affaire-là par le mauvais bout? Je pense que là, je reviens encore au niveau des débats dans les commissions. Dans les commissions, les uns et les autres ont dit la laïcité et le territoire burkinabé ne se discutent pas. Ça, si vous les écoutez, ils ont été clairs. Le Burkina est un pays laïque. Il y a une superficie. Ça ne se discute pas. De sorte que même les débats ou la main tendue dont il a été question,
les uns et les autres se sont rendus compte que certaines personnes ont été arrêtées depuis 6 mois, 4 mois, 5 mois sans jugement. Il y a des présomptions d'innocence, même si c'est ça, il faut les juger et leur donner, soit les sanctionner s'ils sont coupables, et s'ils ne sont pas coupables, en sorte les libérer, pour donner quand même une certaine vision à leur famille. Un membre de votre famille est en prison pendant 1 an, on ne lui dit rien, et puis il est toujours en prison. Donc les gens ont dit, bon, il faut accélérer ces choses-là pour au moins libérer ceux qui ne sont pas coupables. Et ceux qui sont coupables, s'il y a une sorte de condamnation, dans tous les cas, même les gens qu'on condamne de façon habituelle, il peut arriver des moments où il y a des amnisties en sorte qui sont proposées. On peut condamner des gens, ils font des années en prison, et le chef de l'État, lors d'une fête ou bien d'une manifestation, peut amnistier. Donc on s'est dit, condamner ceux qui sont condamnables, mais amnistier en quelque sorte ceux qui ne sont pas condamnables. Donc on a demandé d'accélérer les jugements de ceux qui sont en prison pour que on puisse trouver une solution finale à cette question. Sinon, ce n'est pas une amnistie à azimut qui a été demandée. C'est des interprétations que les uns et les autres font. C'est vrai qu'on a écrit l'amnistie, mais l'amnistie doit être la solution finale suite au jugement, suite en quelque sorte à toutes ces opérations de justice. Et ceux qui sont condamnés, on les condamne. Ceux qui sont amnistiés, on peut les amnistier. Voilà, c'est... Bon, moi, sur la question de l'amnistie, on sait que l'amnistie, c'est un acte législatif qui consacre l'arrêt des poursuites ou la suppression des condamnations. Maintenant, moi, je me pose la question, est-ce que prêcher dans ce sens-là, c'est pas un peu dangereux lorsqu'on a une réalité qui ne va pas changer maintenant? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Kupienbiga? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés au marché, c'était le jour du marché, ils ont tiré sur tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées là. Il y a un groupe qui est resté pour fouiller ces personnes. Ceux qui ont pu fuir, on allait les retrouver dans la brousse, on les a descendus. Quelques semaines après, ça s'est passé à Nassumbu, je ne me rappelle plus. La même chose, un peu la même façon de faire. Ils arrivent au marché, femmes, enfants, hommes, on tire, on canarde tout le monde. On a encore une vingtaine de morts. On parle de chiffres, mais derrière c'est des vies, c'est des familles. Maintenant, quand on parle d'actes législatifs, pour peut-être des personnes qui ont été arrêtées dans ce cadre-là, ou même sur lesquelles il y a pèse encore des suspicions, donc qui ont été arrêtées, on veut un acte législatif qui arrête les poursuites et qui supprime les condamnations, alors qu'on n'est pas encore à l'abri d'autres actes pareils. Donc ceux qu'on va arrêter, on va avoir le même procédé. Je continue. Qu'est-ce qu'on dira aux victimes, aux parents de victimes? Qu'est-ce qu'on dit? Et puis, si c'est au nom de réconcilier tout le monde, qu'est-ce qu'on fera de ceux qui continuent? En fait, on n'est pas, peut-être, et c'est là où je me pose beaucoup de questions, on n'est pas dans le comment dire cela, dans une dynamique dans laquelle il y a eu des oppositions entre nous, et puis il y a eu un genre de rébellion qui, pour des raisons X ou Y, des personnes se sont rebellées, et après on se met autour d'une table, on discute, et puis on s'accorde sur ce qui nous a divisés, on essaie de trouver des justes milieux, et puis on dit c'est fini, on a compris. Si c'était une question de terre, c'était une question de revendication, ceci ou cela, mais là on a des gens qui sont en face, qui veulent un autre ordre que l'État qu'on a. Donc on va discuter de quoi s'entendre, et puis après, quand on a fini d'aplanir, on s'est compris, ça ne va plus se répéter. Et donc ceux qui ont commis certains actes, on se dit bon, on va aplanir parce qu'on s'est compris maintenant. Vous ne vous êtes pas compris. C'est sûr que ça va continuer. On va amnistier qui, quand et comment, pendant.
Non, je pense que... Moi, je vous retourne la question. Hein. Est-ce que c'est normal qu'on prenne quelqu'un et pendant 1 an, la personne est en prison, c'est un présumé innocent, et puis il est en prison. C'est pas l'amnistie, ça. C'est demander à la justice. C'est demander. Non, vous m'avez posé une question. Parce que pour nous, vous m'avez posé une question. Laissez-moi répondre. Oui. Ce que vous avez dit tout à l'heure là. Oui. Moi, j'aurais compris. Peut-être que vous dites qu'il faut que la justice fasse son travail. Voilà. Ok. C'est différent de l'amnistie. Non. Si la justice fait son travail et qu'on retrouve des innocents, qu'on amnistie, qu'on laisse passer ces innocents. Mais un innocent n'a pas besoin d'amnistie, il n'est pas condamné et puis il s'en va. Et les autres qui sont là, qui ne sont pas innocents, on leur applique la sanction et quelque temps après, on peut trouver une formule. Surtout qu'on va vers une réconciliation. Puisqu'on va vers une réconciliation. À partir du moment où on cherche une réconciliation. Parce qu'il ne faut pas oublier cet objectif aussi qui est là. Parce que tel que vous démontrez, c'est comme si, en fait, il n'y a même pas un objectif aussi qui est visé par les Burkinabés. À savoir trouver cette paix, se réconcilier et puis revivre ensemble. Maintenant, en voulant, tel que vous le dites, je suis d'avis avec vous, mais est-ce que, comme ça, c'est quelle paix on va retrouver dans ces pays-là? Mais est-ce que le danger, je dis encore une fois que on est dans une nouvelle situation où ce terrorisme-là, il continue toujours de recruter, il continue toujours d'avoir des bras et il continue de fonctionner en tuant. Je veux dire, lorsqu'on rentre dans une dynamique, quand je vous entends, c'est d'être moins punitif sur les actes qui sont posés au nom d'une réconciliation. Des actes qui continuent. Est-ce que ça ne serait pas à un moment donné encouragé et en se disant que, dans tous les cas, quand on t'attrape, quand tu viens, il y a un processus pour que, en tout cas, ce dont tu devrais couper, et puis la société qui te regarde, on se dit, oui, tu as fait ça, mais c'est pas grave, on va laisser tomber au nom de la réconciliation. Ce sera comme ça, alors qu'on n'est pas encore sorti de la situation, ça va se répéter, on va toujours arrêter des personnes parce qu'elles sont rendues coupables d'un certain nombre d'éléments, ou bien qu'on les soupçonne de ceci ou de cela. Je vais vous donner peut-être une information lors des débats des commissions. Les chefs coutumiers, les leaders d'opinion nous ont dit il y a certains qui sont venus demander à revenir au village, à laisser tomber les armes. Ça, c'est dans la zone de Djibo. Ils sont venus, ils ont dit on s'est trompé, on veut revenir. Nous sommes demandés, mais ces derniers-là, c'est quoi? Ce sont des enfants du village. Pour eux, ce sont des enfants du village qui se sont égarés et qui ont demandé à revenir. Nous sommes demandés, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est honnête? Ils ont dit non. Ils ont accepté certains et les ont canalisés et ils sont toujours là. Et c'est suite à ces différents propos qu'ils se sont dit, ceux qui sont allés prendre les armes, il y a certains de nos enfants qui sont allés prendre des armes, qui peuvent en quelque sorte être récupérés. Il faut donc trouver en tout cas cette solution. C'est dans ce sens qu'ils ont fait ces propositions. Ce que vous dites est différent tout de suite de ce que vous aviez dit. Parce que même dans tous les pays où il y a eu ces genres d'opérations, il y a eu des cas comme ça. C'est pourquoi dans les programmes, vous avez toujours un DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion et tout, avec un appui, tout, voilà. Et la Côte d'Ivoire l'a appliqué, plusieurs autres pays. Mais ça, c'est différent. Maintenant, parce que quand vous parlez, l'une des pièces maîtresses également de la réconciliation, c'est de pouvoir rendre justice. Ce n'est pas parce que on parle de réconciliation qu'il faut fondre tout dans un ensemble où on ne voit pas clairement les choses, alors que le chef de l'État lui-même a dit, dans sa compréhension de la réconciliation, ça passe par la vérité et la justice. Lui-même l'a dit. Maintenant, à entendre certains, c'est comme on a dit réconciliation, on fonde tout là-dedans et puis on passe à autre chose. Effectivement, il y a des gens s'il y a des gens qui sont pas coupables, donc ils sont innocents, et ils n'ont pas besoin d'amnistie. Au contraire, on leur doit des excuses pour avoir été trompés et tout. Maintenant, ceux qui ont été reconnus coupables, qui ont été pris sur les théâtres des opérations, lors du dernier communiqué qui fait état de 11 terroristes tués, il a été mentionné qu'il y a un qui a été capturé en plein acte terroriste. Il n'est pas
il a été capturé, ça a été dit dans le communiqué. En flagrant délit. En flagrant délit. Ça dit qu'il est coupable. Voilà, là le flagrant délit, on vous a pris la main dans le sac. Ça. Ce n'est pas une affaire maintenant de présomption où on vous soupçonne. Non, vous avez été pris au moment où vous êtes en train de commettre l'action. C'est flagrant, c'est du flagrant délit. Maintenant, on a une justice également sur les questions terroristes qui n'était pas, je dis bien, pas très bien préparée. Il fallait améliorer le dispositif légal. Le ministère de la Justice et les acteurs de la justice étaient employés à ça pour pouvoir effectivement juger les terroristes. Le dispositif légal n'était pas très exact. Ça, ce sont les acteurs eux-mêmes qui l'ont dit. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts pour être jugés ou pas? Pourquoi est-ce que ça traîne? Voici autant de questions qui, à mon sens, sont pertinentes. Parce que ça participe également, dès qu'on appuie le dossier, si vous êtes reconnu coupable ou pas, ça facilite également de pouvoir tasser les choses. Là au moins vous savez que votre fils est innocent ou il est reconnu coupable. Ça, je suis d'accord effectivement avec vous par rapport à une telle démarche. Maintenant, ceux qui viennent effectivement demander, disent qu'ils veulent revenir, mais il y a un mécanisme à avoir, parce que c'est trois dossiers différents. Les innocents, les coupables, et puis ceux qui veulent se repentir. C'est trois dossiers différents. Et d'ailleurs, lors du dernier sommet du G5 Sahel, à l'issue de la conférence de presse, le président français Emmanuel Macron l'a dit. Quand on écoute l'intervention, à partir de la 43e minute de son intervention, il le dit. Le chef de l'État a eu à échanger avec certains qui avaient pris des armes et qui veulent revenir. Il a brièvement évoqué ces choses-là. Ça ne veut pas dire que ces dossiers-là ne sont pas traités. Mais donc, quand vous dites qu'on parle de réconciliation, c'est comme si, comme c'est au nom de la réconciliation, il faut laisser tout par perte et profit. Alors que la réconciliation passe également par le fait de pouvoir élaguer un certain nombre de dossiers. Et puis on passe à autre chose. Parce que là, je ne vous ai pas très bien compris. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. C'est mieux d'être encore plus explicite. Vous ne m'avez pas compris, c'est pas parce qu'on parle de réconciliation. Donc expliquez-vous mieux. C'est quand j'ai l'impression que moi j'ai, vous avez l'impression qu'il y a un seul type de terroriste. Alors qu'il y a plusieurs types de terroristes. Quand vous écoutez les gens dans les commissions, dans les ateliers, il y a plusieurs types de terroristes. Au moins trois types par exemple. Donc au moins trois types. Non, je vous demande de nous citer au moins trois types. Il y a des égarés, des enfants qui se sont égarés, qui ont été recrutés sur la base des propositions de sommes, on les a recrutés. Il y a des gens qui n'étaient pas contents et qui sont allés là-bas. Et puis il y a d'autres qui font partie des structures spécialisées des terroristes, qui sont également là-bas. Quand vous écoutez les gens dans les ateliers. Et c'est par rapport à ce type de terroristes-là que les gens ont dit, au lieu de continuer de prendre les gens, aller les placer dans les prisons pendant longtemps sans juger, il faut accélérer la justice pour permettre en quelque sorte qu'on sache qui a fait quoi. Et à partir de cet instant, si l'autorité peut prendre en quelque sorte une décision, on prend une décision au moins pour qu'on aille à cette entente-là. C'est dans ce sens que je dis, c'est dans ce sens. Alors, docteur, c'est au niveau des débats que nous avons retrouvé toutes ces informations. D'accord. Alors, docteur, vous le dites, pour poser les bases de cette cohésion sociale, il faut passer par la réconciliation nationale. Pour beaucoup, le terme a été galvaudé et le contenu ne s'y est pas, parce qu'ils estiment justement qu'en réglant la question judiciaire, on va directement à la réconciliation nationale. Vous qui vous faites aujourd'hui, je dirais, le porte-parole de ces populations qui ont été rencontrées dans le cadre de cette caravane-là, est-ce que c'est le même ressenti? Qu'est-ce qui ressort et quel contenu vous donnez à cette réconciliation nationale? Parce qu'à ce niveau, on a comme l'impression qu'on n'arrive pas à s'accorder sur le contenu qu'on veut donner à ce concept. Non, c'est le vivre ensemble. Les gens vivaient ensemble, il n'y avait pas de difficultés, et ils n'arrivent plus à vivre ensemble. Et on nous a donné dans un des ateliers un père de famille. Ce sont ses voisins même qui sont venus indexer ses enfants pour qu'on puisse les tuer. Ça, c'est dans nos ateliers qu'on nous a donné ça. Parce qu'il y avait des problèmes entre ces deux familles et on a profité de cette situation pour régler ces choses-là. Donc nous disons, au lieu que ça continue, les gens continuent en quelque sorte à régler des vieux problèmes, il faut trouver en quelque sorte une solution, les réconcilier. Et d'abord, avant de les réconcilier, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui s'est passé
Et s'ils savent ce qui s'est passé, s'ils peuvent pardonner, ils pardonnent et ils reviennent ensemble dans le vivre ensemble. Mais s'ils ne savent pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi tu veux tuer mon enfant. On dit bon, il faut laisser passer. Ça, c'est pas le ressentiment des populations. Les populations veulent savoir au moins ce qui s'est passé, pourquoi on est venu tuer mon enfant. Et si on l'a tué, moi, je peux accepter en sorte de dire, de pardonner, et puis bon, on revient ensemble. Quand vous écoutez dans les ateliers, en tout cas, c'est ces ressentiments qu'on a. D'accord. Donc, on reprend cette vérité et la justice. Est-ce que vous avez eu à faire face à des gens qui sont venus vous dire, moi j'avais pris les armes, je les ai rangées? Nous, non. Nous, personnellement, c'est les conclusions des participants dans les ateliers. Oui, mais moi, je suis dans les. Je tournais autour des ateliers, j'écoutais, mais moi, je n'ai jamais eu affaire à ce type. Alors, vous êtes arrivé à la conclusion à quel schéma? C'est-à-dire aux perspectives. Les perspectives, c'est de poursuivre en quelque sorte cette quête de paix. En quoi faisant? En continuant de sensibiliser, de communiquer. Sensibiliser, communiquer. On sensibilise sur quoi? On sensibilise sur le fait qu'il faut qu'on revive ensemble. Il faut revenir ensemble. Parce que moi, je me pose la question, après avoir fait tout ce parcours-là, votre rapport, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel là-dedans par rapport aux perspectives? Parce qu'au début, nous avions reçu un ici qui dit qu'ils vont remettre acquis des droits pour faire ceci. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, vous êtes arrivé à quoi exactement à remettre acquis des droits? Le rapport, lors de la clôture, le ministre d'État était celui qui a présidé. Et lorsque on a fini, on a remis la déclaration de Ouagadougou, contient des éléments que je viens d'évoquer. Le ministre en charge de la réconciliation nationale. C'est ça, le ministre d'État en charge de la réconciliation, il était là, et le ministre de la Sécurité également était là, à la clôture. Et on a remis cette déclaration au ministre d'État en charge de la réconciliation, en se disant que les quelques éléments qui y sont peuvent faire partie de... il peut exploiter un certain nombre d'éléments qui s'y trouvent. D'accord, voilà. C'est ce qu'on a. Moi, je me permets aussi un petit commentaire, mais peut-être ça va déboucher sur une question, parce que quand on regarde les recommandations, il y en a qui sont de l'ordre de... Bon, c'est vrai que c'est le vœu pieux de tout le monde, mais la question c'est pas le souhait là, c'est comment on y arrive. Quand on dit par exemple qu'il faut que, comme la première question qu'on posait, le déploiement des forces de sécurité sur tout l'étendue du territoire national, en nombre et tout, mais ça je pense que c'est des choses dont on a conscience quand même depuis. Si vous vous rappelez très bien, on sait que le bon ratio, c'est un policier pour 300 à 400 habitants. À 400. Voilà, 300 à 400 habitants. Quand vous regardez en 2009, on était à un policier pour 1000, je pense c'est 1902. C'était en 2009. En 2013, on a tenté de régler les choses avec un programme biennal de recrutement spécial, malgré ce qu'on avait comme recrutement annuel. Donc ça veut dire que les autorités, je pense d'une façon ou d'une autre, depuis même près d'une dizaine d'années, on en est conscient et on essaie d'y remédier. Deuxième élément, je vois parmi les recommandations, par exemple, qu'il est important de reprendre les zones d'où viennent nos déplacés internes pour qu'on puisse les y mettre. Bon, je pense que c'est à cause de ça que les militaires font le combat chaque matin. C'est pour ça qu'ils sont au front. Notre souhait, c'est qu'on puisse repousser ces terroristes-là. Mais ça, c'est comment? Je pense que c'est la pratique de tous les jours. Et le comment vient maintenant des propositions qu'on a, et puis la réalité de comment c'est perçu. Quand on regarde les propositions, aujourd'hui on parle des VDP, c'est une option claire qui a été prise. Et quand on les écoute, c'est comme si ce n'est pas forcément bien perçu par les populations qui trouvent que la solution, c'est de renforcer l'offre avec les forces classiques qu'on a de sécurité, et puis laisser les populations faire ce qu'elles savent faire, vaquer à leurs occupations. Alors qu'aujourd'hui, on est passé à une option qui est celle d'une sécurité qui est participative. C'est une option claire qui a été faite par le président du Faso. Même quand ça a été critiqué, il a continué d'y aller et donner du contenu à ce qu'il voulait pour ce qui est des volontaires. Mais quand on vous écoute, on a l'impression que ce n'est pas bien pris. Donc, ce n'est pas bien perçu. Non, c'est pas que c'est pas bien perçu. Hein. C'est comme je vous ai dit, lorsqu'on écoute les gens dans les commissions, c'est les quelques exactions commises en sorte par ces VDP qui font que les gens disent bon, il faut donner la possibilité aux techniciens des armes de continuer. Et si on veut les laisser, il faut les recadrer.
là, ils ont même quelque chose de très intéressant. Ils ont même parlé de recadrage en quelque sorte de ces VDP. Quelles sont les exactions que les VDP ont commises? Est-ce qu'on peut avoir une idée des exactions? Non, il semble que certains arrivent dans un village, ils n'ont pas d'informations, bon, ils liquident des gens. Et ça, ce sont des infos. Ils ont donné l'exemple de Koumbri. Des VDP, oui. Bon, j'en donne cet exemple où ils sont arrivés, bon, ils prennent des enfants de rien du tout, ils les liquident, ils prennent des vieilles personnes, ils les liquident. Et ça, ce sont des informations à l'intérieur des différentes commissions. Mais est-ce que vous les avez retenues comme des informations essentielles? Non, pas retenues. On ne peut pas retenir ça. Mais ce sont ces informations qui font que les gens donnent des conclusions. Et nous, lorsque nous arrivons en sorte au niveau des plénières, ce sont des questions en sorte qu'on remet de côté. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. C'est pas que nous ne sommes pas conscients en tout cas de cette situation. Nous sommes conscients de cette situation. Mais nous ne faisons que transmettre en quelque sorte ce que les populations qui sont proches et les leaders d'opinion disent. C'est ce que nous transmettons. Et en transmettant ces éléments, bon, on les transmet à l'autorité compétente qui a certainement déjà ses décisions, mais ça renforce en quelque sorte ces décisions qu'il a. C'est ça. On peut avoir. La question est intéressante parce que ces alternatives-là qui ont été créées, moi je parle des VDP, des fois on parle de Kogleogo, ou il y a beaucoup comme ça. Voilà. Moi je dis, une chose, c'est que tout le monde on a conscience que dans le meilleur du monde, c'est policiers, militaires, personnes formées, classiques, qui gèrent ces choses-là. C'est ça. Mais quand on est dans une situation qui est particulière, on trouve aussi des solutions particulières. Et c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Est-ce que ça a des résultats probants? Auquel cas, s'il y a des dérives, il peut y avoir la recommandation du recadrage. Moi, j'ai l'impression que ce qui est mis en avant, ce n'est pas le recadrage, mais c'est plutôt aller à une solution qui est celle de la normale, pendant qu'on est dans une situation. Oui, parce que quand vous communiquez, vous ne parlez pas de recadrer ces initiatives. C'est la normale, mais à court terme, il faut recadrer. Bon, voilà. À court terme, il faut recadrer. On a l'impression qu'on n'entend pas tout ça. À court terme, il faut recadrer. Parce que j'ai eu quand il a parlé des exactions de VDP, parce que vous voyez Tangwalbougou, j'ai lu avec intérêt le reportage que le journal, le quotidien, l'Observateur Parga a fait à Tangwalbougou par rapport à l'action des VDP. Ensuite, j'ai aussi suivi avec intérêt l'élément, donc le grand angle que le regretté Nibié a fait avec les VDP au niveau du Sahel par rapport à comment est-ce qu'ils vivent et dans quelles conditions effectivement ils vivent. Donc, il y a des exactions, comme il dit, on vient d'entendre parler, parce que moi je viens d'en entendre parler, ça c'est pourquoi je voulais effectivement en savoir davantage, puisqu'ils sont encadrés par les éléments des forces de défense et de sécurité, formés pendant 2 semaines, fournis en armes et encadrés, et qui sortent parfois avec même ces forces de défense et de sécurité. Est-ce que les exactions sont à mettre à l'actif seul des VDP, ou bien les forces de défense et de sécurité également sont incriminées? C'est pourquoi j'avais beaucoup plus d'intérêt à ce niveau, mais bon, on est pratiquement. Alors on aura certainement l'occasion de revenir sur ces questions. Ce qu'il faut retenir, c'est que justement ces conclusions-là permettent justement de poser un regard et d'avancer dans la lutte contre le terrorisme. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Dr Ali, membre de la coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale. Nous allons dire également merci aux juges au siège pour cette semaine de décryptage. On se retrouve lundi pour d'autres actualités à sujet. En attendant, restez fidèles au programme de Truth TV et Watt FM, les 2 médias leaders.